Bonjour à tous, c'est Elios et aujourd'hui on se retrouve dans la review du chapitre 67 de Dragon Ball Super. C'est une review qui arrive un petit peu tardivement, mais c'est tout simplement parce que j'ai lu ce chapitre tardivement. En effet, avec le chapitre 16 de The Mandalorian, donc l'épisode 8 de la saison 2, qui était tellement incroyable, j'en ai complètement oublié de lire le chapitre de Dragon Ball Super, donc je l'ai lu vraiment genre 2 ou 3 jours en retard. Et donc maintenant c'est bon, je l'ai lu et je vais pouvoir enfin vous livrer cette review. Alors le chapitre commence avec la victoire contre Moro, donc les premières réjouissances, la Z-Team qui vient féliciter Goku, etc. Le premier point important que j'ai relevé, c'est le fait que Goku cache l'origine du pouvoir de Oob qui est venu l'aider dans le chapitre d'avant à Vegeta. Ça c'est un point vraiment bon, puisqu'il permet de rester cohérent avec la fin du manga d'origine, puisque Goku est censé être le seul à connaître l'origine de... Enfin, à connaître Oob en fait, tout simplement. Donc ça c'est un bon point. Deuxième bon point, c'est Boo. Boo qui a oublié tout ce qui s'était passé lorsque le Dai Kaioshin contrôlait son corps, ce qui est aussi cohérent du coup, puisque Boo est censé ne pas savoir qui est Oob à la fin du manga d'origine. Encore une fois, c'est cohérent. C'est cohérent et puis c'est même logique, puisque le Dai Kaioshin contrôlait le corps de Boo et que Boo était donc inconscient, c'est tout à fait logique qu'il ait oublié ce qui s'était passé. Et le dernier point, c'est juste les festivités, je les trouve plutôt bien foutues chez Satan. Satan qui dans la VF et dans la version anglaise a été appelé Hercule. Alors Hercule, ouais, bah si vous voulez, moi je suis pas contre, mais faudra m'expliquer pourquoi. Il paraît que c'est pour des consonances religieuses, que Satan c'était en France et en Angleterre, en Amérique, etc. Satan ça passe pas apparemment, bon, si vous voulez, moi ça me dérange pas personnellement, c'est qu'un nom. Puis honnêtement je préfère Hercule Satan que Marc Satan comme le laissait sous-entendre Toriyama dans une de ses interviews, donc moi ça me dérange pas personnellement. Donc ensuite se passe une ellipse de plusieurs jours, alors faudra vraiment m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire plusieurs jours pour Toyotaro, puisque si on se rappelle bien, les Dragon Ball de Namek ont été utilisés une seule fois durant l'arc. Moro a fait les 3 vœux avec Cranberry. C'était chapitre, ouais je sais plus c'était quel chapitre, je crois que c'était 48 ou 49. Donc après il s'est passé quoi, peut-être une semaine dans lesquelles il y a eu les batailles sur Namek, il y a eu les premières batailles sur Terre, voilà. Après il y a eu les 2 mois d'entraînement, plus la bataille finale sur Terre. Ça fait un total à peu près de 70 jours, 75 jours, on n'est pas à ça près. Et normalement les Dragon Ball de Namek ne sont pas censés être réutilisables avant 130 jours. Donc à moins que quelques jours plus tard, veuille dire 60 jours plus tard, il y a une incohérence. Je pense que c'est surtout Toyotaro qui choisit très mal ses mots et ce serait pas la première fois. À un moment donné, il va vraiment falloir travailler ça parce que bon, je sais pas, quelques jours plus tard, moi ça me laisse suggérer 2-3 jours, grand max. Allez, une semaine. Là on parle quand même de 60 jours, enfin genre, je sais pas, c'est bizarre. Si c'est 60 jours plus tard, pourquoi tu dis pas 2 mois plus tard? Enfin, faudra vraiment qu'il travaille, sur l'importance des mots, Toyotaro. Mais donc après toutes ces festivités et cette ellipse, nous retrouvons notre Z-Team préféré au bord d'un vaisseau qui se dirige vers le QG de la patrouille galactique pour recevoir donc une médaille. C'est amorcé par une scène vraiment très intéressante avec un dialogue entre Goku et Jaco. J'ai adoré cette scène, bon déjà parce qu'il y a un gag assez marrant avec Goku qui confond céleri et cérémonie, mais moi ce qui m'a surtout plu dans cette scène, c'est le fait qu'on nous montre l'importance que recevoir une médaille a pour Jaco, puisqu'en réalité il n'en a jamais obtenu une seule. Et donc cette fois, on nous montre que là c'est vraiment du coup important pour lui de recevoir cette première médaille. Alors qu'à côté de ça, tu vois, Goku lui il en a rien à foutre d'une médaille, il s'en fout. Goku il travaille pas pour la reconnaissance, il travaille pour lui-même, tu vois. Mais bon, pour Jaco c'était vraiment intéressant, ça développe bien le personnage. De toute façon, Jaco c'est vraiment une réussite hein. Dans cet arc Moro, prisonnier de la patrouille galactique. Je pense qu'ils ont vraiment fait un bon taf dessus. Donc ensuite on a la scène de remise des médailles. Tout le monde obtient sa médaille, une scène qui rappelle fortement la fin de l'épisode 4 de Star Wars, Un Nouvel Espoir. Des clins d'œil comme ça, moi je suis client, j'adore. Étant un grand fan de Star Wars, forcément. Quand ma deuxième œuvre préférée fait des références à mon œuvre préférée, forcément que ça va me plaire. Surtout quand c'est bien fait comme ça. D'ailleurs c'est marrant parce que du coup on nous dévoile le nom à rallonge de Jaco. Alors... moi ça m'a fait rire sur le coup, je me suis dit mais Jaco c'est un peu comme Daenerys Targaryen en fait. Et toute cette scène a pour but final de nous montrer justement le fait que Merus soit revenu à la vie. Alors ça je suis mais totalement contre. Franchement c'est un vrai problème pour moi. Parce que Merus, on va me dire oui mais Vegeta aussi est revenu après son sacrifice alors qu'il y avait a priori plus rien à raconter sur lui après. C'est différent. C'est différent pourquoi? Parce que Merus,
Enfin, autant Vegeta, il y avait autre chose à raconter à côté. Par exemple, Vegeta, tu vois, il est mort en se rendant compte, on va dire, de l'affection qu'il avait pour la Terre, Bulma, Trunks, Goku, etc. Et quand il revient sur Terre, Toriyama lui donne l'opportunité d'accomplir le personnage, justement par le biais, par exemple, de Végéto, par le biais de sa phrase, enfin, c'est même plus une phrase, c'est un monologue, où il chante les louanges de Goku contre Buu sur la Terre des Kaioshin. Et surtout, c'était la putain de fin du manga. Donc il a voulu faire une happy ending, il a fait revenir Vegeta, c'était normal, enfin, genre, a priori il n'y avait plus rien à raconter après. Je pense pas que sur Dragon Ball Super on soit à la fin du manga et dernièrement il y a un nouvel arc, donc forcément on n'est pas à la fin du manga. C'est pas un problème on enlève du drama, pour moi c'est surtout on annule un potentiel énorme. Pourquoi un potentiel énorme? Parce qu'avec Merus il y avait tout simplement l'occasion de lancer un arc à la recherche des Super Dragon Ball pour le ressusciter. Il y avait aussi potentiellement une rébellion contre les anges, pas forcément contre les anges, mais juste contre le système divin, ou je sais pas, il y avait vraiment un truc à faire, et le faire revenir comme ça, c'est annihiler tout ce potentiel scénaristique, et pour moi c'est vraiment une déception. Surtout, faut parler de quelque chose. L'animé Dragon Ball Super va certainement bientôt reprendre. Moi je mise de fin 2021 ou 2022 peut-être avec le Covid. Le problème que j'ai avec ça, c'est que je me dis, quand on va voir la scène du sacrifice de Merus contre Moro dans l'animé, on ressentira rien parce qu'on sait qu'il revient à la vie 3 ou 4 épisodes plus tard que ce sera, mais on sait qu'il va revenir à la vie. Donc, à quel moment on sera censé être triste? Alors que par exemple, si le manga aurait attendu que la scène en animé sorte pour nous faire revenir Merus, quand on aurait vu la scène en animé, là on aurait vraiment ressenti une tristesse, puisqu'on ne saurait pas encore à ce moment-là que Merus reviendrait à la vie. Enfin, moi j'en tire vraiment aucun point positif de la résurrection de Merus, si ce n'est à la rigueur le fait que ça puisse accomplir son personnage. Lui qui est mort entre guillemets en prenant les valeurs des mortels, il est réincarné en tant que mortel. Donc en soi, pourquoi pas, enfin c'est bien, mais ils auraient pas pu le faire un tout petit peu plus tard et avec un vrai scénario, juste que de toute manière on va y venir. Quand ils arrivent au royaume des anges, oui c'est Beerus, on nous explique comment Merus est revenu à la vie, mais c'est totalement bullshit, je suis désolé. Parce qu'encore une fois, même si ça conclut bien son personnage à Merus, l'explication est foireuse. Le grand prêtre il explique que c'est Shin qui a dit qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour que Merus revienne à la vie. Mais en fait, à quel moment Shin il met un coup de pression au grand prêtre? Le grand prêtre il fait ce qu'il veut. S'il a envie de ressusciter Merus, il le ressuscite. S'il a envie de le ressusciter, il le ressuscite pas, c'est tout. Même si ça tue Beerus en contrepartie, j'ai envie de te dire, c'est le grand prêtre, il fait ce qu'il veut. S'il a envie que demain dans l'univers 7 il y a un autre dieu de la destruction, il y en aura un autre. Il y a juste un truc intéressant que j'en retire. Intéressant, mais au final c'est un truc qui sera jamais exploité, c'est le fait que ce soit le grand prêtre qui ait tué Merus. Ça c'est un truc du coup qu'on nous explique, c'est le grand prêtre qui tue Merus, en prévention du fait qu'il soit anéanti naturellement et qu'il puisse vraiment plus jamais revenir. Je trouve ça plutôt intéressant, mais je pense que ça sera jamais exploité. Encore un potentiel énorme qui a été gâché, c'est justement la punition de Beerus. Alors honnêtement, on me dira oui, gag Toriyama, non je suis désolé, là c'est un gag, il est complètement pourri. Personnellement, voir les Zeno faire du cheval sur Beerus et Shin, ça m'a pas du tout fait rire. Et honnêtement, Whis, lui dans l'histoire, c'est lui le plus fautif des trois, et il se retrouve à faire l'arbitre. C'est quoi la connerie? C'est lui qui prend en charge Merus, c'est lui qui doit le surveiller, mais lui c'est celui qui est le moins puni, au final. Donc non, vraiment c'est totalement con. Après, je cache pas que la scène par contre, où les gardes de Zeno, on les voit en vacances, ça m'a fait rire. Surtout que la case est vraiment belle, bien dessinée, et les décors sont vraiment intéressants, les décors de fond. Mais bon, cela nous amène à l'introduction du nouvel arc. Donc on retrouve Jaco et toute la patrouille galactique en prison, donc dans la prison galactique. J'aime bien parce qu'on retravaille encore le personnage de Jaco par rapport à sa personnalité, etc. J'adore la manière avec laquelle il va s'adresser aux prisonniers, en mode vous allez rester pour l'éternité derrière les barreaux, etc. En fait, moi je trouve ça un peu marrant parce que tu te dis Jaco c'était le premier à flipper devant eux. Mais bon, maintenant qu'ils sont sous verrou, forcément, il a un peu plus de couilles, visiblement, le Jaco. Mais encore une fois, on va passer à côté d'un potentiel monstre qui va être gâché. C'est le moment où les prisonniers parlent à Jaco et à son pote de la patrouille galactique et qui vont lui dire « Dans l'histoire, vous êtes autant des criminels que nous, vous avez tué nos potes sans rancœur, etc. » À ce moment-là, j'ai eu un petit frisson, je me suis dit « Vache, c'est ambitieux ça !» Je me suis dit « Putain, Toyotaro qui essaie de défier le manichéisme dans Dragon Ball, franchement, c'était... Enfin, surtout de cette manière-là, je veux dire, c'est un enjeu moral quand même assez mature.
Je suis pas sûr d'avoir vu ça dans du Dragon Ball, hein, honnêtement. Défier le manichéisme dans Dragon Ball, te faire penser que malgré que Goku et sa team soient des gentils, ils ne sont pas totalement si innocents que ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Enfin, ça devenait intéressant, mais ça a été totalement désamorcé ensuite. Puisqu'on nous dit que, bah, du coup, non, c'est pas nous qui avons tué ton pote, c'était Moro en fait. Et en plus, c'est encore pire, puisque t'as un des prisonniers qui va dire, bah non, en plus, Moro l'a pas tué, il l'a juste cassé, puisque Seven Three, c'est un cyborg ou je sais pas quoi, et que pour ces êtres comme ça, on n'utilise pas le terme tuer, puisque c'est pas un être vivant. On utilise le terme casser ou détruire. À ce moment-là, tu dis, ok, bon bah, en fait, il y avait un début d'ambition, d'un coup, boum, tout s'est écroulé. Et là, c'était vraiment une déception, encore une fois, mais ce que j'étais en train de me dire, vache, Toyotaro il s'aventure sur un terrain vachement intéressant. Surtout que je venais de voir l'épisode de Mandalorian saison 2, l'épisode final. Et attention, spoil, mais en soi, ça va pas vous gâcher l'histoire, parce que c'est pas vraiment ce qui fait avancer le Schmilblick. Mais il y a une conversation entre un agent impérial et Cara Dune. Et l'agent impérial dit à Cara Dune, ouais, j'étais sur l'étoile de la mort quand Alderaan s'est fait détruire. Et Cara Dune, elle lui répond, laquelle? La première ou la deuxième? Et l'agent impérial lui dit, trouve ça marrant, sachant qu'à cause de ça, des millions de personnes innocentes sont mortes. Et ça, dans l'épisode, c'est vachement intéressant, parce que dans Star Wars, des films manichéisme, c'est comme dans Dragon Ball, c'est quelque chose d'assez rare et d'ambitieux. Et du coup, quand je vois cette scène-là dans Dragon Ball, je me dis, mais putain, mais voilà, ça c'est intéressant. Alors, je sais pas, ils ont essayé de nous faire croire à quoi. Peut-être que c'est une manière de teaser le fait que les anciens sbires de Sagambo vont devenir gentils. Enfin, gentils. Ils vont aider les héros, quoi. Ils vont aider la Z-Team. Moi, je mise sur une petite théorie. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense que le méchant final de l'arc va se servir de toutes les clones de Seven Three. Et que la Z-Team va être aidée de tous les prisonniers de la patrouille galactique. Et qu'à la fin de cet arc, du coup, les prisonniers vont avoir une réduction de peine. Ou alors carrément, ils vont être libérés. C'est ma petite théorie. Moi, je vois bien ça. Parce qu'en plus, dans ce chapitre, on travaille vraiment la psychologie des... Enfin, la psychologie. C'est un grand mot pour ce qu'ils en ont fait, mais on travaille un peu sur la personnalité des personnages dans la prison. Et enfin, si ça va pas là, au final, ça sert à quoi, tu vois? C'est ce que j'ai envie de te dire quelque part. Donc j'espère vraiment que tout ça n'a pas été travaillé pour rien. Mais bon, cette scène aussi a un intérêt, c'est de lancer l'arc de manière plutôt fluide. C'est beaucoup plus fluide que les autres arcs, puisque on nous explique que Seven Three est certainement pas mort, et donc on voit la patrouille galactique tenter d'aller le récupérer. Au final, l'armée de l'espace, dont on ne connaît encore le nom, dirigée par un Goichi, je crois qu'il s'appelle Goichi, le gars. On a enfin un arc qui se suit, et ça c'est plutôt plaisant. Mais il faudrait juste qu'on m'explique comment Seven Three a pu survivre à cette explosion et pas Moro en fait. Parce que, quand même, Moro à un moment donné, il était aussi fort qu'un... Non, pas qu'un ange. Enfin, techniquement, il avait les pouvoirs de Mérus, donc il était aussi fort qu'un ange. Mais en termes de puissance brute, à un moment donné, il est quand même au niveau d'un Jiren, au minimum. Comment lui a pu mourir et pas Seven Three? Alors après, on peut peut-être nous expliquer que du coup, les sauvegardes sont restées dans Seven Three, et donc qu'il avait la puissance de Mérus en lui, et que du coup, cette puissance lui a permis de survivre, justement. Ce serait un peu bizarre, mais pourquoi pas. Enfin, si nous sortent ça encore, je serais prêt à l'entendre. Ensuite, nous avons donc la première apparition dans le manga du nouveau personnage Granola. Alors, le nom, franchement, je m'en fous, qu'il s'appelle Granola, Pepito ou Cookie Crisp, il peut s'appeler comme il veut, moi j'en ai rien à foutre. Faut partir du principe que les Japonais, pour eux, Granola c'est pas une marque de gâteau en fait. Donc ils vont pas, quand ils écrivent des noms, ils vont pas penser à est-ce que ça rendrait bien dans les autres langues. Faut se mettre ça en tête un peu. Surtout que du coup on sait que Granola ça vient du céréal, machin. Donc ensuite on en arrive à une nouvelle scène rappelant Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Donc la fameuse scène d'entrée, d'abordage de l'Empire sur les rebelles. Donc là c'est Granola du coup qui aborde le vaisseau de Goichi du coup, si c'est ça son nom. Une scène qui dans la mise en scène rappelle forcément celle de Star Wars. Enfin je veux dire, plan par plan, ça ressemble vraiment. Mais c'est bien, moi j'aime bien ce genre d'inspiration, je vous l'ai dit, j'en suis client. Personnellement, tu me mets ça, je suis content. Surtout que je préfère voir Dragon Ball qui s'inspire sur Star Wars que Dragon Ball qui s'inspire sur Dragon Ball. En plus, les scènes d'action sont vraiment très propres et bien découpées, hein, faut le dire. La scène où Granola affronte tous les Seven Three, qu'ils arrivent par dizaines, et que t'entends juste son hotmill, son dispositif technologique. C'est un peu le même que Tony Stark au final, je sais plus comment il s'appelle par contre, celui de Tony Stark. Lunettes Edith, mais Jarvis, je crois, Jarvis, ouais.
C'est un peu comme Jarvis au final. Bah, j'ai beaucoup aimé la scène justement où Hotmeal du coup lui dit ça c'est OG 12, ça c'est OG 38, enfin je sais plus c'est quoi les noms des OG en tête, mais la scène là, et que du coup Granola comprend qu'il peut tous les tuer, et tu vois juste il tend la main, et la case d'après tu vois ils sont tous KO. Franchement, découpage vraiment très réussi, c'est mieux que d'habitude en tout cas. Et on en arrive à la scène finale du chapitre justement où on découvre tous les clones de 7-3 encore en cuve. Forcément, je suis désolé, mais ça rappelle encore Star Wars. Moi, ça m'a rappelé Star Wars 9 avec Snoke. Mais sinon, ça peut aussi rappeler le pouvoir de la Force avec Starkiller qui se fait cloner sur Kamino. Enfin, des similitudes, il y en a, hein, mais moi j'aime. Après, il faut se poser une question. C'est quoi le potentiel de tout ça? Quel est l'intérêt de ramener autant de 7-3? Enfin, de les cloner surtout. Parce que moi, je me dis, si 7-3, celui qu'on connaît, il a les pouvoirs de Moro, il a les pouvoirs de Vegeta, et sûrement les pouvoirs de Piccolo, il doit lui rester. Mais ça va être une machine. Si les données ont vraiment été copiées, c'est un truc de malade. Ça veut dire qu'il va y avoir une armée de 7-3 qui ont les capacités de Merus, Moro, Vegeta... Ah oui, il y a Merus en plus. C'est-à-dire qu'il va y avoir une armée de 7-3 qui ont les pouvoirs de Merus, Moro et Vegeta. Mais ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Faut juste que du coup, voilà, ils aillent chercher plus loin que juste une armée de 7-3 pour dire bon ben voilà, le méchant a une armée, et ça peut vraiment devenir intéressant pour le coup. Si c'est bien fait encore une fois. Je cache pas qu'avec ce qui s'est passé récemment, avec ce qui s'est passé dans ce chapitre autour de Merus et du grand prêtre et des dieux, j'y crois moyen. Le chapitre se termine sur un sourire très malicieux de Granola. Est-ce que Granola est gentil, est-ce que Granola est méchant, j'en sais rien. Mais ce que je me dis c'est que si Granola est pas le méchant, ça va vraiment m'hyper. Parce que je me dis, ça veut dire qu'on ne sait pas encore qui est le méchant. C'est-à-dire un méchant un peu caché, un peu secret. Ça peut changer, ça peut vraiment être intéressant. Ça se trouve, Granola il est juste en train de chercher des indices pour trouver ce fameux méchant, parce que ça se trouve, lui-même ne sait pas qui c'est, mais il est en train de monter une enquête pour découvrir l'identité de son adversaire, de son ennemi. Si c'est un truc comme ça, franchement, c'est cool. Mais bon, est-ce qu'au final, ça va pas être bâclé? On verra bien. Vous l'aurez compris, je suis globalement plutôt mitigé sur ce chapitre. Les choix scénaristiques liés au grand prêtre, à Merus et aux anges et aux dieux et tout ce que vous voulez ne marchent vraiment pas pour moi, mais vraiment pas du tout. Le manga prouve qu'il manque d'une réelle ambition de raconter quelque chose de profond et de mature, comme le prouve la scène dans la prison de la patrouille galactique. Néanmoins, l'histoire reste au moins cohérente, c'est déjà ça de bon à en retirer, et ça promet un nouvel arc assez riche, en potentiel en tout cas. Et j'espère que ce potentiel sera exploité. J'espère aussi qu'on ne se contentera pas de rester dans l'univers 7 et qu'on va essayer de voyager vers d'autres univers, parce que c'est bon, l'univers 7 au bout d'un moment on le connaît, et surtout ça deviendrait incohérent que les ennemis ne viennent seulement que de l'univers 7. À un moment donné il faudrait essayer de voir un peu au-delà. Et j'espère aussi que Vegeta et Goku seront mis de côté pendant un bon petit moment, parce que ça y est, on les a assez vus. Ils ont eu leur heure de gloire pendant tout le manga et surtout dans l'arc Moro. J'aimerais bien que, limite, que Granola soit les héros de l'arc, tu sais quoi. Qu'on suive Granola comme un personnage principal, comme un protagoniste, qui soit aidé par des Gohan, des Goten, des Trunks, des Piccolo si vous voulez. Et à la rigueur, que Goku et Vegeta arrivent en fin d'arc. Mais s'il vous plaît, ne vous contentez pas juste de nous mettre Goku et Vegeta, ça devient chiant. Sinon aussi, on voit que Granola voyage dans l'espace. Ne serait-il pas bienvenu de faire venir justement, enfin, Freezer ou Broly? Je sais pas, moi je propose ça comme ça. À un moment donné, il va falloir s'en servir, et si tu t'en sers pas maintenant, tu t'en sers quand finalement? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce chapitre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent et qui partagent les vidéos. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, des bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis au revoir.